Merci de m'avoir invité. Donc, je vais vous parler un peu d'une forme d'autisme qui est le syndrome d'Asperger par rapport à l'emploi, puisque c'est la forme d'autisme qui est la plus concernée par l'emploi, notamment au milieu ordinaire. Donc, en France, on a un petit peu de retard. Je vais vous donner un peu des exemples. Sur des données de 2015, on sait qu'il y a seulement 1% des autistes Asperger pour une activité professionnelle. 8% en Grande-Bretagne. Donc, sur les pays voisins, nous avons 18 fois plus d'autistes Asperger qui ont un emploi qu'en France. Donc, on voit qu'il y a une certaine difficulté pour les autistes Asperger de France d'avoir accès à un emploi en milieu ordinaire. Pour les autistes qui ont une petite déficience, qui ne sont pas Asperger, on les trouve essentiellement dans des ESAT, qui sont donc des emplois adaptés, et seulement 5% des autistes. Donc même par rapport aux ESAT, les autistes qui travaillent, ça reste assez marginal jusqu'à ce jour en France. Pourtant, bon, on sait que pour toute entreprise d'au moins 20 salariés est tenue d'employer des personnes qui sont porteurs d'un handicap, dans une proportion de 6% de l'effectif global. Mais généralement, ils préfèrent embaucher des personnes qui ont un handicap physique plutôt qu'un handicap invisible. Donc c'est valable pour l'autisme, mais aussi pour d'autres handicaps que l'on peut voir. Cela vient d'une certaine peur, d'une méconnaissance, d'où le rôle des personnes qui sont en lien avec l'emploi, de rassurer les employeurs sur ce que peut faire un autiste, casser certaines idées reçues, comme le film Rain Man à la télévision. On voit des autistes génies avec des grosses difficultés et tout le temps totalement murés dans leur monde, parce que c'est vraiment quelque chose de caricatural, c'est le cinéma. Ce ne sont que des exemples sortis du contexte global. Ce n'est pas le reflet de la réalité des personnes autistes qui cherchent un emploi. Les personnes qui ont cette forme d'autisme, donc Asperger, reçoivent souvent un diagnostic tardif. Alors pourquoi? C'est parce qu'elles essaient en fait tant bien que mal de s'adapter au fonctionnement des personnes non autistes en les imitant. Donc souvent c'est au prix de grosses difficultés, de gros efforts. Donc on ne verra pas forcément qu'une personne est autiste, est en recherche d'emploi, si elle ne signale pas sa différence. D'où l'importance de bien communiquer, de mettre à l'aise les personnes pour qu'ils puissent dire sans se sentir jugés quelles sont leurs différences. Souvent le diagnostic est même posé en milieu professionnel, ça arrive très souvent, parce que le milieu professionnel c'est un milieu révélateur des difficultés des autistes, puisque le fonctionnement standard d'une entreprise, sans effort, sans la mise en place d'adaptation, n'est pas conforme au fonctionnement d'un autiste. Donc je vais développer cette partie pour expliquer pourquoi et ce qu'il y a lieu de faire. Chez les femmes autistes Asperger, les symptômes sont généralement moins marqués que chez les hommes, donc c'est plus discret, mais c'est au prix en fait d'un investissement énergétique très important qui peut provoquer de grandes fatigues. Une personne qui, à certains moments, pourra passer pour craignante ne l'est pas, c'est parce qu'elle aura besoin de récupérer d'un effort social, en fait. Donc, il y a cette méconnaissance qui peut créer des problématiques relationnelles lorsqu'on ne sait pas ces choses-là. Selon une étude de la Fondation Malakoff-Médéric, par exemple, on sait que 64% des personnes autistes Asperger sont détectées donc une fois entrées dans le monde du travail, et 25% d'entre eux, ils ont entre 30 et 39 ans. Et pour les femmes, c'est encore plus tard. Donc, d'où l'importance actuelle des campagnes visant aux personnes avec des différences, de signaler leur handicap invisible, parce que souvent c'est tenu secret. Et au plus on communique, au plus il y a des personnes qui nous contactent aussi pour avoir des diagnostics, parce qu'elles n'en avaient pas. Il faut savoir que les mauvaises expériences, alors au départ quand on est jeune en milieu scolaire, et plus tard dans le milieu de l'entreprise, ça a un impact énorme sur notre bien-être psychologique,
et sur notre confiance en nous. Dans ce cas-là, il faudra un accompagnement encore plus bienveillant, un accompagnement humain de la part des personnes qui se chargent de l'accompagnement vers l'emploi, pour que ces personnes retrouvent confiance. Parce que ça peut être vraiment une déstructuration totale de la personne s'il y a eu des difficultés dans l'emploi, sur un emploi antérieur. Alors beaucoup se sentent isolés et parfois même malmenés. C'est pour ça qu'il faut adapter l'environnement de travail afin que cet environnement devienne agréable, routinier, et offre la possibilité d'embrasser le fonctionnement de ces personnes différentes que sont les autistes Asperger. Alors, ça apporte également une richesse à l'entreprise. On va voir que les particularités d'une personne autiste Asperger peuvent être un plus pour l'entreprise, à condition de faire des efforts d'adaptation. Nous savons aussi que l'entretien d'embauche est compliqué pour les personnes avec autisme, parce qu'il faut savoir se conformer à des codes. Et ces codes sont totalement méconnus des personnes avec autisme, Asperger ou pas, ça ne change pas grand-chose. Alors, par exemple, nous avons la tenue vestimentaire. Les codes vestimentaires sont totalement inconnus des personnes avec autisme. La manière de serrer la main, ça peut être soit trop ferme, soit trop mou. C'est tous des petits détails qu'il faut voir en amont afin que l'entretien d'embauche se passe bien. Parce que ce qui est évident pour vous ne l'est pas pour une personne avec autisme. Les jeux de regard également sont un problème, puisqu'une personne avec autisme a du mal à regarder dans les yeux, et pour un employeur, ça peut être pris pour quelque chose de malhonnête, de pas investi. Alors on peut entraîner la personne Asperger à regarder par exemple un point sur le front de la personne, ce qui donne l'impression à l'employeur qu'on le regarde dans les yeux. Mais en fait, on regarde le front. Par exemple, la partie qui correspond au troisième œil en Inde, c'est une partie qui va très bien pour la fixer, pour permettre à une personne autiste de donner l'illusion qu'elle regarde dans les yeux. La posture corporelle de la personne avec autisme, c'est quelque chose qu'il faut travailler aussi, puisque il n'y aura pas d'effort de la personne autiste sur sa posture, soit elle sera rigide, soit avachie, et n'aura pas conscience de ce qu'elle montre de par sa posture, de l'image qu'elle renvoie à l'employeur potentiel. Une personne avec autisme ne sait pas se mettre en avant. Donc il faut travailler aussi là-dessus, voir quels sont les points forts, par exemple compétences ou autres, et travailler avec une personne avec autisme pour qu'elle prenne l'habitude de mettre en avant ses points forts, une fois qu'ils seront identifiés. Il faut apprendre aussi quelque chose de simple, que tout le monde fait, c'est enjoliver son CV, sans pour autant verser dans le mensonge, puisqu'une personne avec autisme ne sait pas mentir, et ne pourra pas se conformer à des mensonges, et en plus ça pourrait le desservir au niveau de l'employeur. Mais mettre en avant certaines parties du CV, une personne autiste risque de mettre dans le CV tout au même niveau, et ne pas mettre en avant ses points forts pour l'employeur, faisant une simple liste exhaustive de ses capacités, sans savoir montrer qu'elle a des capacités supérieures dans tel ou tel domaine, ou des connaissances acquises qui sont supérieures à la moyenne. Donc ça, c'est un accompagnement dans le CV, mais également dans la savoir présenter son CV, qui est indispensable pour permettre à une personne autiste d'avoir une chance de passer déjà l'étape de l'entretien d'embauche. Jean-Marc, oui. Désolé de vous interrompre. Est-ce que vous avez le micro à côté de l'ordinateur? Parce qu'il y a un sifflement et a priori ça vient de chez vous. Ah. Le micro est incorporé dans l'ordinateur. Vous m'entendez mieux là? Non. Non, il y a toujours ce sifflement. Déplacer un sifflement. peu l'ordinateur. Il y a un sifflement, mais bon, pas grave. Est-ce que vous avez un casque? Ce sera peut-être mieux avec un casque. Que je mette un casque? Si vous avez, peut-être, oui, ça Si vous avez, oui. Ah, mais le casque que j'ai, il est en Bluetooth, il a fait encore plus de sifflement. Donc, je suis désolé, non, j'ai pas de casque à proximité. Est-ce qu'il y a le téléphone portable à proximité? Pardon. Attendez,
Parce que des fois, Oui, c'est il est le pas très téléphone loin. portable qui fait des interférences. Je vais le déplacer. Non, bon, c'est pas ça. Voilà, j'ai déplacé le téléphone portable. Hmm. Non, ça... Non, c'est pas ça. Est-ce que vous m'entendez quand même? On vous entend, oui. Par contre, on vous voit pas. Je sais pas si vous aviez finalement allumé votre webcam ou pas. Ben, je l'avais allumé, puis j'ai vu que automatiquement c'était rééteint. J'ai rallumé, automatiquement c'est rééteint. Ah, Du d'accord. coup, je l'ai laissé comme ça. Bon, bah, c'est pas grave. Merci. Okay. Je peux reprendre? Oui, Oui. allez-y. Donc, on sait que lors de ce type d'entretien d'embauche, 80% des informations sont non verbales. Et donc, c'est des modalités de sélection qui sont totalement inadaptées pour un candidat Asperger. Il faut travailler en amont là-dessus pour que ça devienne un automatisme. Parce qu'on peut travailler sur des automatismes pour l'entretien d'embauche de manière à ce que ça devienne une routine et diminuer la difficulté de se présenter face à un employeur d'entretien d'embauche. Il faut savoir, et il faut peut-être le mettre en avant aussi, que les attitudes sociales donc des Asperger ne sont pas révélatrices de leur capacité, puisque c'est justement leur point faible. Donc on peut avoir 160 de QI et être totalement inapte à un entretien d'embauche selon les critères standards de l'entretien d'embauche. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Même des choses très simples. Souvent on va juger un petit Asperger parce qu'il sait pas faire son nœud de cravate et qu'il va se présenter sans se rendre compte à un entretien d'embauche avec un nœud de cravate de travers et mal fait. Alors que ça pourrait être un employé de grande qualité sur d'autres critères. Donc tout ça, c'est des domaines à prendre en compte, que ce soit au niveau de l'employeur, que ce soit au niveau du travail à faire en amont de l'entretien pour maximiser les chances de la personne avec autisme. Ensuite, je voudrais aborder un domaine un peu particulier, pour bien comprendre, c'est le traitement de l'information pour une personne avec autisme. Il faut savoir qu'une personne avec autisme a une vision de détail. C'est-à-dire que, par exemple, j'essaie de donner un exemple concret, une tâche sur un tapis peut être perçue avant le dessin qui y figure. Chez l'employeur, on va peut-être pas remarquer une expression du visage, mais on va remarquer un détail, par exemple, qu'il a un motif sur sa cravate particulier, ou qu'il a sur sa manche un dessin. Voilà, on voit les détails avant de voir la globalité. Alors sur une personne qui est non autiste, c'est l'inverse. On voit d'abord la globalité de la personne et le visage de la personne. Nous, c'est exactement l'inverse. On a d'abord la vision de détail et le visage de la personne qui est en face, on le regarde en dernier. Et les yeux, encore plus en dernier. Donc c'est une certaine différence qui peut marquer l'employeur du fait que le fonctionnement est totalement atypique. Mais ce sens accru des détails, en fait, peut avoir des avantages aussi pour l'employeur. Par exemple, si je prends un autiste Asperger qui va être embauché comme responsable de contrôle qualité pour des produits quelconques, il pourra avec exactitude vous dire s'ils sont conformes ou pas au modèle, puisqu'il verra tous les détails qui différencient les différents produits. Et donc dans cette tâche de contrôle de conformité, il excellera et il sera très très supérieur à tous les autres employés que l'employeur pourrait trouver. Donc c'est lié justement aux particularités du traitement de l'information, de la visuelle, de la personne avec autisme. Donc ce qui peut paraître un défaut peut être une qualité selon l'entreprise. Donc tout ce qui est travail minutieux, qui demande du détail et de l'observation, la personne avec autisme va être très très au-dessus de la moyenne. Bon, ça c'est une particularité à savoir.
Alors qu'une personne qui n'a pas d'autisme va regarder plus les choses avec la globalité, en fait, et ne va pas voir les petits détails de non-conformité d'un produit. Ou alors, ils vont besoin d'être passés 2 ou 3 fois au contrôle, là où une seule personne autiste suffira pour la même tâche. Et de même, donc, pour la reconnaissance des personnes, il faut savoir qu'une personne avec autisme ne va pas le faire automatiquement, puisque le visage est quelque chose qu'elle ne regarde pas. Donc, une personne avec autisme peut ne pas reconnaître des personnes. Alors, ce sera pas de l'impolitesse, ça sera parce que le visage n'est pas important dans le visuel d'une personne avec autisme. Donc, ce qui est tout à fait l'inverse d'une personne qui, elle, n'est pas autiste et qui se focalise beaucoup sur les visages. Donc, selon la fonction que l'employeur attribue à la personne avec autisme, ça peut poser des difficultés ou des avantages. Donc, il faut bien utiliser la personne autiste sur ses critères de capacité, y compris donc sensoriels. Ensuite, il faut savoir que la personne avec autisme a tous les stimuli qui arrivent en même temps. Donc, c'est un peu difficile parce qu'il faut faire le tri. Alors que pour une personne qui n'est pas autiste, elle est capable de faire ce tri, de voir les priorités, et pas une personne avec autisme. C'est pour ça que lorsqu'on a un employé autiste, on doit définir les priorités. On doit donner des consignes claires, définir, par exemple, si vous dites à une personne avec autisme, vous devez faire un long rapport sur tel sujet. Long rapport, ce n'est pas assez précis. Et pour une personne avec autisme, ça peut être 500 pages. Donc, il faut bien définir la demande et avoir des termes précis et bien détailler la demande et être précis dans les informations qui sont communiquées. Ces informations doivent être écrites. Ne jamais se contenter d'une information verbale, puisque nous, les autistes, nous sommes des penseurs visuels. Tout ce qui est verbal a tendance à rentrer par une oreille et sortir par l'autre, surtout si on est concentré sur une tâche. Donc, il nous faut des consignes uniquement écrites, assez simples, précises. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très très important à tous les niveaux, que ce soit de la recherche d'emploi que lors de l'emploi. Tout doit être écrit. Chaque mot utilisé ne doit pas avoir une double connotation. Parce que une personne avec autisme prend tout au premier degré. Je vais donner un exemple. Lorsqu'on dit je donne ma langue au chat, la plupart des personnes avec autisme, à moins d'avoir étudié la question, d'avoir déjà été confronté au problème, va croire vraiment qu'il doit donner sa langue au chat. Donc, parce qu'il n'y a pas de, cette image ne peut pas être comprise par une personne avec autisme sans qu'elle ait appris par cœur. Donc, il faut vraiment avoir des mots simples, précis, détaillés, que ce soit sur le mode d'emploi de ce que l'on veut, de la tâche que l'on veut définir, et que ce soit sur la finalité. Donc, on ne dit pas un long travail, on dit un travail d'environ 10 pages, ou de 10 000 mots, on donne une définition plus précise, de manière à ne pas laisser dans l'interrogation la personne avec autisme, qui du coup pourrait faire des erreurs et être en anxiété. Donc tout doit être bien cadré et défini. Donc déjà, ça c'est quelque chose d'important sur le fonctionnement autistique. Ensuite, il faut savoir qu'une personne avec autisme a tendance à décoder l'environnement ou l'information un seul élément à la fois. Donc si vous envoyez trop d'informations d'un coup, la personne avec autisme peut se perdre. Donc tout doit être d'une manière logique, dans l'ordre. Petit E, telle tâche, petit B, telle tâche, et il ne faut pas tout donner toutes les informations en même temps. Vraiment tout détaillé, on appelle ça du séquençage de tâches. C'est un peu la technique du mode d'emploi, et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, et qui peut être utilisé et laissé à la personne autisme sur son poste de travail, de manière à ce qu'elle ait une référence des tâches à accomplir, qu'elles soient complexes ou non.
ces tâches doivent être conceptualisées comme ça. C'est pour ça qu'il y a lieu de faire une fiche de poste. Il est impensable de laisser un travailleur autiste travailler sans une fiche de poste. Alors, on ne commencera pas même à travailler sans la fiche de poste. L'idéal est de la mettre en place avec lui, de façon à s'assurer de la compréhension de chaque tâche, qu'il puisse poser des questions, faire reformuler au travailleur autiste pour savoir s'il a bien compris ce qui était demandé. Et cette fiche de poste ne doit pas être changée du jour au lendemain. S'il y a un changement, il doit être anticipé. Car tout changement brusque est source d'anxiété, donc d'erreur et de mal-être au travail. Donc les fiches de poste peuvent être travaillées en amont de l'emploi aussi, pour voir si les tâches qui sont demandées correspondent bien au profil de l'Asperger autiste en recherche d'emploi. Il faudra qu'il y ait au niveau hiérarchique de préférence un seul référent. Pourquoi? Parce que s'il y a plusieurs, par exemple, chefs de service, sous-chefs, etc., la difficulté, c'est que si un de ces chefs donne une contre-indication qui n'est pas conforme à la fiche de poste, ou s'il y a des désaccords entre les différents chefs, il va y avoir un cafouillage total pour la personne autiste qui va être totalement déstabilisée. C'est pour ça que généralement on attribue un seul responsable au travailleur autiste, un seul référent, qui doit s'en référer à la fiche de poste. S'il y a des changements, les changements doivent être faits d'abord sur la fiche de poste. En faisant cela, on a une efficacité redoutable de la personne avec autisme, on aura moins d'anxiété, et la tâche sera accomplie souvent à la perfection et de manière routinière, avec du rendement. Si ce n'est pas fait comme cela, il peut y avoir une lenteur du travail et des erreurs. Ils ne seront pas dues à une incompétence du travailleur autiste, mais au fait que le poste, dans le poste, on n'a pas pris en considération le fonctionnement différent de la personne avec autisme. Donc ce sont des détails qui ne coûtent rien à l'entreprise. Une fiche de poste, ça ne coûte absolument rien à l'entreprise, mais c'est primordial dans le cadre d'un travail autiste. Voilà. Ce sont des petites choses, mais d'une importance primordiale. Autre qualité des personnes avec autisme, c'est la mémoire qui est souvent photographique. Donc ça peut être utilisé au sein d'une entreprise et qui a besoin de ce type de potentiel. Donc on saura dans ce cas-là qu'une personne avec autisme a des grandes chances d'être la personne recherchée par l'employeur s'il recherche ce type de mémoire. Voilà. Ensuite, je dirais de bien aussi se souvenir qu'on n'utilise pas le deuxième degré avec une personne avec autisme, qu'on n'utilise pas de mots avec plusieurs connotations, et qu'on doit être toujours précis, ne pas oublier donc, pour résumer, que nous avons affaire à un penseur visuel, quelqu'un qui peut gérer énormément d'informations, mais pas tout en même temps, les unes après les autres. Par contre, il peut gérer des milliers et des milliers de données. Mais ces données doivent être données une par une, et pas d'un seul coup. Ensuite, il faut utiliser ce qu'on appelle le neurofeedback, le retour sur information systématique pour toutes les tâches qui sont confiées avec la personne avec autisme. Ça, c'est indispensable. Donc, dans le cadre de la communication au niveau professionnel, on sait qu'une personne avec autisme n'arrive pas à décrypter les expressions faciales de l'employeur, ni de ses collègues de travail. Donc, s'il y a un collègue de travail qui est agacé par quelque chose que fait son collègue autiste, la personne avec autisme ne sera pas en mesure de le déceler. C'est pour ça aussi qu'il faut communiquer avec l'équipe de travail pour expliquer que la personne avec autisme ne comprend pas ces choses-là et qu'il faut exprimer directement les choses à la personne avec autisme et pas utiliser le regard, des expressions faciales ou des gestes d'agacement
ne seront absolument pas compris par une personne avec autisme, et ça peut créer des tensions. Donc cette partie communication est valable aussi avec la hiérarchie, à savoir que la hiérarchie doit, comme je l'ai expliqué, avoir un seul chef direct, utiliser les fiches de poste, mais également faire le point à une date régulière qui est fixée avec la personne autiste sur le travail accompli pour voir s'il y a des nouveautés à mettre en place, pour voir si les choses correspondent à la demande de l'employeur, et toujours avec bienveillance, communiquer, mais en individuel, en aucun cas en réunion d'équipe, en individuel, sans bruit ambiant qui pourrait stresser la personne avec autisme, et avec et pas sur convocation, disons une convocation qui serait faite de manière aléatoire. Ça doit être sur une date définie. Par exemple, tous les vendredis après-midi, de 14h à 14h15, le chef responsable du poste occupé par la personne avec le syndrome d'Asperger a une réunion avec son salarié autiste pour faire le point sur le travail de la semaine. Par contre, il ne faut pas aller déranger tous les jours en permanence la personne avec autisme, parce que ça va la stresser. Elle va envisager le pire, se dire qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle vient de contrôler ce qu'elle a un problème. Donc, il vaut mieux privilégier des rendez-vous fixes avec une réunion, par exemple une fois par semaine, 10 minutes, un quart d'heure. Ça, c'est le chef de service qui voit ce qui correspond à son entreprise. Ensuite, on va voir qu'au niveau de la communication verbale d'une personne autiste étant très difficile, il faut souvent utiliser des post-it par exemple, ou des petits mots. Ça fonctionne beaucoup mieux. Par exemple, si on a une pile de dossier, on veut communiquer, on va pas donner la pile de dossier avec une information, on va donner la pile de dossier avec un post-it dessus, avec l'information écrite. Et là, il n'y aura aucun souci. C'est des détails, mais c'est des détails qui ont l'importance pour la communication. Donc, vous gardez en tête communication visuelle. On peut utiliser aussi, en plus de la fiche de poste, un emploi du temps. Cet emploi du temps doit être visuel. Alors, il doit être informatisé, selon l'entreprise, mais il doit être visuel. Cet emploi du temps, même chose, en cas de changement, tout changement doit être anticipé. On ne peut pas changer l'emploi du temps d'une personne avec autisme qui travaille du jour au lendemain. Il faut anticiper sur quelques jours. C'est obligatoire, sinon il va y avoir un gros souci et il peut y avoir un clash professionnel pour quelque chose d'aussi simple que ça. Ce sont juste des choses qui ne coûtent rien à l'entreprise. Ce sont des choses à savoir et à mettre en place pour obtenir une efficacité professionnelle qui souvent donc est supérieure à la norme. Donc par rapport à la communication, qu'est-ce que je pourrais vous donner de plus comme information? Par rapport à la communication, vous voyez, le gros souci, c'est la méconnaissance de certains codes sociaux. C'est-à-dire qu'une personne avec autisme risque de s'adresser à son supérieur hiérarchique de la même manière qu'à un collègue, sans manquer de respect pour autant, sans excusez-moi, je lis les mots que vous m'écrivez en même temps. Et là, par exemple, pour une personne avec autisme, lire et parler en même temps, c'est compliqué. Donc, je suis obligé de marquer un temps d'arrêt, parce que c'est deux tâches en même temps. Alors, je vois une question qui est comment gérer et apaiser les manifestations de l'angoisse si les choses ne se déroulent pas comme cela a été noté par exemple. Alors, c'est très simple. Il suffit de permettre à la personne autiste de s'isoler un moment. C'est pour ça qu'on conseille souvent, pour une personne autiste, soit d'avoir un lieu où elle peut se ressourcer, soit d'être dans un bureau seul, quitte à ce que ce bureau soit tout petit, mais ça permet à la personne autiste de récupérer, de digérer la situation sociale. Enfin, j'ai une autre question, on me demande les particularités sensorielles, donc j'y arrive. Je finis juste la communication et ensuite je vais arriver aux particularités sensorielles puisqu'elles sont très très importantes pour l'inclusion au milieu professionnel. Alors, je vais quand même peut-être parler d'abord
justement par rapport à la question de la gestion des émotions. Il faut savoir qu'une personne avec autisme a souvent un décalage entre, par rapport à ses émotions, le temps qu'elle analyse une situation et qu'elle la décode. Il peut y avoir un décalage de plusieurs minutes, de plusieurs heures, pour réagir à une situation qui a été anxiogène ou incomprise. De même qu'une personne avec autisme, souvent, a besoin de s'isoler, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça peut être sur un moment d'une pause repas. Dans ce cas-là, les collègues vont comprendre que la personne avec autisme n'aura pas envie de manger avec eux, mais aura souvent envie de manger seule dans son bureau, pour récupérer de la gestion justement sociale, des émotions du travail, ce moment calme d'apaisement. Et pour faire le lien avec l'aspect sensoriel des choses, une personne avec autisme entend souvent les bruits d'une manière amplifiée. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous êtes 40 dans une table à la cantine, que cela fait caisse de résonance, ça va être très très désagréable pour une personne avec autisme, fatigant. Même la mastication. Un collègue qui mastique son repas à côté de nous, ça peut être parfois un bruit qui peut être l'équivalent pour nous d'une tronçonneuse. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Cette hypersensibilité acoustique peut prendre des proportions sur certains bruits absolument colossales. C'est pour ça aussi qu'une personne autiste a parfois besoin d'un casque anti-bruit. Alors un casque anti-bruit, c'est souvent pas très dérangeant, c'est pas très cher. L'AG Flip là dans son catalogue pour le mettre à disposition pour des aménagements de poste. Et c'est un casque qui filtre le bruit. Donc il faudra bien sûr informer les collègues que c'est pas un casque où le salarié écoute de la musique, mais cela permet de filtrer les bruits. Les bruits les plus difficiles, ces bruits les plus difficiles sont directement filtrés par le casque. Maintenant c'est au point. Et par contre, on peut maintenir une conversation avec ses collègues. Un autre ennemi de la personne avec autisme, c'est le téléphone intempestif. On ne peut pas mettre un salarié autiste dans une pièce où le téléphone sonne sans arrêt, parce que ça va nuire à sa capacité de travail. Puisque chaque fois que le téléphone va sonner, il va perdre le fil de son travail et mettre un certain temps à revenir sur son travail. Ça va ralentir ses performances et sa compétitivité. Donc, c'est quelque chose à éviter. Donc, sur le plan émotionnel, ce qu'il faut retenir, c'est la possibilité de s'isoler pour permettre à la personne avec autisme de récupérer s'il y a une surcharge émotive ou sensorielle. Ce qui fait que le travail d'équipe est difficile. C'est bien d'avoir l'équivalent d'un tuteur qui fasse le lien avec l'équipe et qui donne des tâches définies dans le cadre d'un travail d'équipe à la personne avec autisme, mais n'oblige pas la personne avec autisme à se mêler à une réunion collective où tout le monde prend la parole et de manière avec plusieurs personnes qui parlent en même temps, parce que au niveau sensoriel, une personne avec autisme ne peut pas gérer ça. Ça crée un brouhaha, une cacophonie qui ne permet pas de suivre la conversation et ça peut provoquer des migraines. Après, donc, au niveau émotionnel, c'est déjà une bonne chose de savoir tout ça. Alors, il se peut qu'une personne avec autisme aille souvent aux toilettes. Pourquoi? Parce que des fois, c'est la seule pièce, si on peut parler de pièce, des toilettes où il peut se retrouver seul pour faire le vide mental. Et c'est un endroit refuge. Donc, ne pas croire qu'il y a une anomalie, affection urinaire ou autre. Maintenant, c'est un besoin d'isolement parce qu'il y a une surcharge sensorielle. Avant de passer donc à notre cours sensoriel, je vais vous parler un peu au niveau relations sociales. Les relations sociales, pour une personne autiste, c'est la déficience totale. C'est le plus gros handicap de la personne avec autisme. La machine à café, par exemple, telle qu'on peut la voir imagée par la télévision ou autre, c'est quelque chose qui est impensable et impossible pour une personne avec autisme.
aller faire le tour des bureaux de ses collègues pour demander comment ils ont passé leur week-end, c'est quelque chose d'impensable pour une personne avec autisme. Aller demander des nouvelles à son chef qui a eu un problème le week-end, c'est impensable pour une personne avec autisme. Par contre, une personne autiste polie dira bonjour et au revoir. L'intonation de sa voix ne sera pas forcément conforme. Ça peut être jugé trop sec, ça peut être jugé un pédant, hautain, alors qu'en fait, il n'y aura aucune forme de mépris ou autre de la personne, de la part d'une personne autiste. Juste le ton de la voix est souvent inapproprié et n'est pas adapté à la situation. Donc, on peut dire bonjour d'une manière un peu ferme, ou au revoir d'une manière un peu ferme, sans qu'il y ait une agression quelconque. Et là, s'il y a une mauvaise réaction, on ne comprendra pas, puisque la personne avec autisme aura dit bonjour et au revoir, donc aura été poli. Si un collègue cherche une conversation, moi ça m'est arrivé, pour raconter des choses banales du quotidien, la personne avec autisme va couper court et se réfugier dans le travail pour éviter ce genre de conversation. C'est généralement très très mal vécu par les collègues, qui le prennent pour une indifférence et un irrespect total. D'où l'explication. Donc la relation sociale est compliquée. Doit être expliquée aux collègues, d'où la personne référente et un chef de service référent, pour permettre d'expliquer en cas d'incompréhension avant que les choses s'enveniment au niveau des collègues qui pourraient imaginer que la personne avec autisme a du mépris pour eux, alors qu'il s'agit juste de l'incapacité totale à des relations sociales conformes à la norme. Pour ce qui est des troubles sensoriels, il faut savoir que la lumière est également un problème. C'est-à-dire, souvent, par exemple dans les bureaux, on utilise des néons. Les néons sont très problématiques pour les personnes avec autisme. C'est un type d'éclairage qui peut nous provoquer des migraines. Des migraines très fortes, des troubles de la vision. Pour certains, ça peut aller jusqu'au malaise et un déséquilibre et perte d'équilibre. Style un malaise pendant quelques secondes avec perte de l'équilibre. Parce que l'intensité lumineuse n'est pas conforme à notre fonctionnement. Pour cela, il existe des ampoules électriques qui reprennent la lumière naturelle. La GFIP les met à disposition des entreprises dans le cadre d'un aménagement de poste. Ce genre de lampe individualisée, puisque c'est une lampe de bureau en fait, c'est dans les 80 € et c'est pris en charge par la GFIP. Ça n'embête pas les collègues puisque c'est totalement individuel. Et ça permet de résoudre totalement la problématique de l'éclairage collectif qui n'est pas adapté à la personne avec autisme. Comme nous l'avons vu, éviter la présence de téléphone est important, d'éviter qu'il y ait trop de monde dans la pièce. On permettre à la personne avec autisme de ranger son bureau comme elle veut pour s'organiser. Et des fois, il faut utiliser aussi un peu un paravent ou une séparation, ça dépend de l'entreprise. La GFIP les fournit aussi, ils font des murs dans des alliages très légers, qui permettent en fait de séparer des collègues, y compris visuellement. Parce qu'une personne avec autisme a besoin, avant de rentrer en contact avec quelqu'un d'autre, comme un sas de sécurité, c'est-à-dire un filtre. Et ce paravent, cette séparation, les isole un peu et permet de les préparer au contact avec une autre personne en ayant 1 ou 2 secondes par ce filtre physique, donc d'une séparation, pour faire face à la communication avec quelqu'un d'autre. Alors c'est des petits détails, c'est des aménagements qui coûtent quasiment rien au niveau financier, mais cela peut sauver et mettre à l'aise une personne avec autisme au sein de son emploi. Alors je vois qu'il y a une autre question. On me demande, est-ce que la personne avec autisme se sent davantage en confiance avec certaines personnes plutôt qu'avec d'autres? Oui, tout à fait. Cela rejoint l'idée d'un collègue qui serait un peu le tuteur social, le tuteur référent, avec qui aurait des affinités avec la personne avec autisme, qui se sentirait plus apte à communiquer avec elle,
qui créerait donc un lien de confiance, ce qui permettrait avec la personne avec autisme d'avoir un seul interlocuteur parmi les collègues, lui parler de ses problèmes par rapport au travail ou de communication avec les collègues, et celui-ci serait son interprète social. Et ça fonctionne à la perfection, comme on peut utiliser quand on est en milieu scolaire, un tuteur, pareil, social au niveau des camarades. Et un seul chef de service également. Donc en fait, normalement, il doit y avoir que 2 interlocuteurs directs permanents, c'est le collègue tuteur et le chef de service. Voilà. Et là, en faisant comme ça, normalement, on évite tout souci relationnel, en passant également par le visuel, les fiches de poste, tout ce que j'ai expliqué, on évite tout problème d'anxiété et permettre donc le ressourcement dans une pièce seule en cas de besoin, sachant que la personne avec autisme n'a pas besoin de rester 10 heures dans une pièce seule, puisque souvent, lorsqu'il n'y en a pas, elle va 5 minutes aux toilettes et c'est bon. Hein. Donc, au niveau de l'entreprise, il n'y a pas de perte de compétitivité en laissant une personne autiste pouvoir se ressourcer dans un lieu 5 minutes. Mais nous, on ne se ressource pas à la machine à café. On se ressource soit sur notre centre d'intérêt, soit dans la solitude totale. Donc voilà pour ce qui est sensoriel. Alors pour le niveau sensoriel, on a vu le bruit, on a vu la lumière. Il y a également des fois au niveau de l'air, on aime bien souvent être à côté d'une fenêtre. Moi, je vais donner un exemple. J'avais besoin d'avoir une fenêtre pour la lumière du jour parce que j'avais pas de lampe adaptée. Et j'avais besoin d'air, sinon ça me créait des angoisses, un peu comme la claustrophobie, je sais pas trop comment l'expliquer. Et quand j'étais à plusieurs dans mon bureau et des collègues, ils se plaignaient parce que ils supportaient pas d'avoir de l'air frais, alors que moi j'en avais besoin pour travailler. Et lorsqu'on me fermait la fenêtre, alors c'est pas tous les autistes, hein, mais certains peuvent avoir des sensibilités sensorielles différentes de l'un à l'autre, il faut poser la question. Avec la vitre ouverte, je travaillais également des heures et des heures et des heures sans pause, sans l'ombre d'un souci. Alors que fenêtre fermée, c'est comme si mon cerveau s'asphyxiait et j'arrivais pas à me concentrer, je perdais la moitié de mes capacités intellectuelles. Bon, souvent ça suffisait pour être dans la norme, parce que souvent on a des capacités un peu au-dessus sur certaines tâches. Mais donc on peut très facilement passer d'un QI de 140 à 70 pour de simples détails sensoriels, comme l'absence de la fenêtre avec la découverte pour moi, une lumière pas adaptée, un téléphone qui sonne, et là tout d'un coup, on devient carrément l'équivalent d'un déficient intellectuel. Du coup, on peut être pris pour une personne qui n'arrive pas à suivre au niveau professionnel. Ce qui est faux, c'est l'environnement qui ne nous est pas adapté. Alors, pour ce qui concerne la température, j'allais y venir. Pas tous les autistes sont en difficulté au niveau de température, moi oui. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une température en général constante. Si j'ai dans mon bureau 30 l'été, j'arrive pas à travailler. C'est pas que je ne veux pas, j'arrive pas à réfléchir et je fais des malaises. Si j'ai une température trop froide, ça me fait la même chose. Donc, l'idéal, c'est quand il y a un bureau où la température se règle individuellement. Et là, il n'y a absolument aucun souci. Moi, ce que j'avais fait, quand il faisait trop chaud en été chez nous ici, j'utilisais un ventilateur individuel, puisqu'on ne pouvait rien mettre de collectif dans mon entreprise. Donc, j'utilisais individuel. Pour ce qui est du toucher, on ne touche pas une personne avec autisme sans qu'elle ne le sache pas. Par moi, un collègue qui vient par derrière. Je pose les mains sur les épaules, je fais un bond de 3 mètres et je le vis très très mal. Le temps que je réagisse et que je maîtrise, c'est une situation de stress énorme. Donc pour toucher une personne avec autisme, on le fait de face et de manière à ce que la personne avec autisme sache qu'elle va être touchée et surtout pas par surprise. Le serrer la main ne pose généralement pas de problème, à condition que ce soit fait de la manière dont je viens de l'expliquer. Par contre, faire la bise, ça c'est autre chose. Nous sommes dans une région où la bise est pratiquée abondamment, ce qui n'est pas le cas d'autres régions. Dans d'autres régions, beaucoup d'autres régions, c'est considéré comme inapproprié. Mais chez nous, dans beaucoup d'entreprises, tout le monde se fait la bise. Alors là, problématique, 95% des autistes ne vont pas vouloir faire la bise. Alors, là, ça peut être encore mal pris. Ça peut être même très très mal pris, donc il faut l'expliquer.
faire la bise, c'est quelque chose de très intime pour une personne avec autisme, et c'est pas évident, surtout avec des personnes que l'on ne connaît pas. J'ai une autre question, mais j'arrive pas à la lire. Comment explique-t-on? J'arrive pas à lire. La personne Marilyn Vignac qui m'a écrit, c'est trop petit, je n'arrive pas à lire. Je vais vous lire la question, Jean-Marc. Comment explique-t-on que la personne avec autisme se sente davantage en confiance avec telle personne? Quelles sont les particularités qui facilitent cette confiance? En général, c'est l'ouverture d'esprit de la personne. Moi, en milieu professionnel, on a certains sens en plus. Alors, ça n'a pas été étudié scientifiquement, mais moi qui côtoie énormément d'autistes, j'ai remarqué que pour compenser notre manque d'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place mentale de la personne en face de nous pour comprendre ce qu'elle ressent, on a un autre sens qu'on a tendance à développer, et on sent si une personne nous est hostile et nous est favorable. Voilà. Donc, on peut sentir qu'une personne, en fait, ne nous aime pas trop, et donc dans ce cas-là, on n'arrivera pas à créer de lien. Ensuite, si une personne nous écoute un peu sur notre centre d'intérêt, c'est gagné. 90% des gens que l'on rencontre, on a des centres d'intérêt spécifiques assez envahissants dans nos vies, où on parle que de ça. Alors ça peut être des centres d'intérêt, comme l'astronomie, comme le fonctionnement des voitures, comme je ne sais pas, moi ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être le monde animalier. Donc si on a un collègue qui s'intéresse au même centre d'intérêt que nous, c'est gagné. Après, c'est une question d'ouverture d'esprit au handicap. Moi, en entreprise, j'ai côtoyé pas mal de monde et plus de la moitié n'était pas du tout sensible au handicap, surtout invisible. Donc déjà, ça enlève d'entrée la moitié des personnes qui, quand on leur pose la question, est-ce que vous seriez intéressé d'être tuteur de la personne nouvelle qui a une forme d'autisme, vous allez voir la réaction qui souvent en dit long assez rapidement. Après, en laissant côtoyer la personne autiste 3 ou 4 salariés que vous aurez vous sélectionné, enfin vous, je dis l'employeur, vous verrez vite avec lequel il y a plus d'affinité, et il faut que ce soit du volontariat. Si on nomme un tuteur, ça ne marchera jamais. Il faut que ce soit du volontariat. Voilà. C'est la seule façon, et là, par contre, on crée des liens très profonds. Il faut savoir qu'une personne avec autisme est loyale. Quand je dis loyale, ça va vraiment très très loin. C'est-à-dire qu'une personne avec autisme fera tout, mais absolument tout, pour la personne à qui elle aura donné sa confiance. Par contre, c'est la personne à qui on donne notre loyauté nous trahit, là, ça pose un gros problème. Parce qu'en général, on tranche directement le lien, et on peut plus le rétablir. Donc, et la loyauté est aussi pour son employeur, ainsi que l'honnêteté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'autistes Asperger comptables, parce qu'il n'y aura jamais la moindre irrégularité dans la comptabilité d'une entreprise qui a affaire à un autiste Asperger. C'est la garantie totale et absolue d'une honnêteté. Donc ça, c'est des critères qui sont pas toujours appréciés selon les entreprises. Parce que par exemple, il y a des entreprises, tout le monde le sait, qui font, ils s'arrangent un peu avec les textes, hein, ou avec la loi ou autre. Une personne avec autisme ne pourra pas faire ça. C'est impossible. Donc, en plus, vous allez lui donner un problème moral de gestion. Donc, tout produit qui va passer entre ses mains sera déclaré. Tout doit être conforme à la législation. Il y a un respect des règles, mais alors, comme un mot petit soldat, qui s'écrit exprimé ainsi. C'est une expression que ne comprendra pas forcément une personne avec autisme, par exemple, mais c'est une expression que moi j'ai appris à décrypter et à utiliser. Donc avec des personnes qui sont non autistes, je l'utilise parce que vous comprenez. Donc une personne autiste sera, comme on dit, un bon petit soldat et appliquera à 100% la législation et la réglementation sans la moindre dérogation, le moindre compromis. Donc pour certaines entreprises ça pose souci, pour d'autres ça va être recherché. Alors je vois une autre question, quel est le pourcentage de femmes autistes? Alors, il y a le pourcentage réel et le pourcentage qui nous est donné par les études. Par les études, il y a une femme autiste pour 3 garçons autistes. Dans la réalité, chez les syndromes d'Asperger, c'est totalement faux.
Mais on a vu que chez les femmes Asperger, c'était plus discret, parce qu'elles étaient capables de s'adapter grâce à leur QI et leur féminité, de s'adapter, d'imiter leur entourage pour donner l'impression d'être dans la normalité. En fait, il y a quasiment autant d'autistes Asperger femmes que hommes. Beaucoup n'ont pas eu de diagnostic parce que, comme elles sont très très difficiles à diagnostiquer, elles ont souvent des diagnostics erronés ou pas de diagnostic du tout parce qu'elles ont mis en place des stratégies de compensation qui les rendent discrètes. Mais la réalité, tout autre donc que les chiffres, les données officielles, la réalité c'est qu'il y a aussi autant de filles Asperger que de garçons Asperger, mais on ne le sait pas toujours. Les filles Asperger ont beaucoup plus de sensibilité et sont beaucoup plus discrètes. Voilà. Mais néanmoins, elles sont sujettes notamment à des souffrances psychologiques et donc aux dépressions, puisqu'elles sont fragiles et qu'on ne le voit pas forcément. Il y a une question de Bérangère Imbert, mais j'arrive pas à lire, c'est écrit trop petit. Je vais vous la lire. Donc, y a-t-il des informations données aux employeurs susceptibles d'avoir des offres? En effet, une bonne connaissance générale de l'autisme, avec pourquoi pas un document envoyé sur l'accueil d'un employé porteur d'autisme, pour tous les employeurs, serait un plus, peut-être. Merci. Oui. Alors, il existe un guide que je vous ai communiqué durant le Covid, que je peux vous renvoyer, qui a été édité par Pôle emploi d'une autre région, sur ça, justement. Donc, qui est reconnu et qui est officiel des Pôle emploi. Et également, il y a un autre guide fait par une association que je vous ai pas encore communiqué, mais que je vais vous communiquer, qui s'appelle le guide du syndrome d'Asperger pour l'employeur, que je vous donnerai. Et il y a également une page officielle sur Internet sur le groupement national des CRA, le Centre Ressources Autisme national, donc qui, je vous donnerai également le lien, qui peut être fourni à l'employeur. Ensuite, il faut savoir que je développe actuellement le job coaching. Le job coaching, actuellement, par exemple, sur certains départements, on est déjà en place, sur d'autres non. Sur le Var, un employeur peut solliciter l'AGFIP pour ou la SAMET 83 donc pour le Var, sinon c'est 13 ou 06, ça dépend du département, qui fera appel à une association qui a une convention avec l'AGFIP qui s'appelle Corridisvar, une association de neuropsychologues, qui est partenaire d'ailleurs de mon association, et qui intervient en job coach au sein des entreprises pour un aménagement du poste du travail, la sensibilisation de la hiérarchie, la sensibilisation des collègues, et également l'adaptation des outils de travail pour la personne avec autisme. C'est totalement payé par la GFIP, ça ne coûte rien à l'employeur. Encore faut-il le savoir, bien évidemment. Donc, de plus en plus, on va avoir recours à ces job coachs, qui ne sont pas forcément des psychologues, ça peut être d'autres types de professionnels. Ça se développe et ça sera mis donc gratuitement à disposition des entreprises. Il y a également des associations, Simpaka, donc mon association le fait aussi depuis longtemps, qui interviennent pour faire des sensibilisations dans le milieu professionnel. Là, on le fait sur Naval Group cette semaine, de Toulon. On peut le faire on l'avait fait sur des grosses entreprises de l'aéroespace, tout ça, on peut le faire sans problème. Par contre, pour un coaching régulier, il faut passer par la GFIP parce que c'est un coût quand même, pas pour l'entreprise, mais c'est un coût donc il faut signer une convention. Alors, je vois une autre question. Où se trouvent les centres de dépistage sur Marseille et la région? Alors, ça dépend. Il y a des centres de dépistage autisme pour adultes. Ben, il y en a un seul. C'est l'unité mobile, qui s'appelle les Macaras, qui est rattachée à l'hôpital Valvert et qui est sur le 13. Nous avons ensuite, pour les enfants et adolescents, tous les centres ressources autisme. Alors, nous avons la antenne principale se trouve à Marseille, avenue Sainte-Marguerite. Vous avez une énorme antenne qui se trouve à Nice. Et ensuite, vous avez des petites unités d'évaluation qui s'appellent ZREA. On en trouve 2 ou 3 par département.
La liste est sur le site internet, le Centre Ressources Autisme PACA, RAPACA, dont je suis d'ailleurs président du poste RAPACA. Justement, j'ai eu une réunion hier avec eux, parce que je présidais la commission, et ils m'ont rappelé qu'ils étaient à votre disposition. Je vous communiquerai le nouveau mail direct pour vous faire une formation officielle du RAPACA sur Marseille, sur l'autisme et le syndrome d'Asperger, à titre gracieux. Et ils attendent donc de fixer la date avec vous. Et donc vous aurez directement affaire au RAPACA, que vous pourrez solliciter d'ailleurs pour toute difficulté que vous rencontreriez. Donc si vous êtes sur Pôle emploi à Nice, ce sera à Nice. Si vous êtes Pôle emploi plus près de Marseille, ça sera Marseille. 04, 05, ça sera sur Marseille aussi. Voilà. Mais on peut avoir des liens, notamment avec l'assistance sociale du RAPACA, qui a une ligne téléphonique 5 jours sur 7 et qui est à disposition pour répondre aux questionnements, et qui peut envoyer un professionnel du RAPACA vous renseigner. Voilà. Vous avez des centres ressources qu'on appelle des EREA aussi sur le Vaucluse, mais qui n'est pas une antenne du RAPACA. Parce que je vois la question, ça s'appelle un EREA. Donc c'est une unité d'évaluation qui est détachée du CRA, qui s'appelle EREA. Voilà. Ça pas, en fait, c'est compliqué parce qu'au niveau du diagnostic, il y a 3 lignes. La ligne 1, 2 et 3. La ligne 1, ce sont les médecins, par exemple, généralistes, les pédiatres, qui souvent vont déceler. Le niveau 2, ça va être pour les enfants, les CAMS, les CMP, l'hôpital, les EREA. Et le niveau 3, qui est donc le diagnostic suprême, entre guillemets, affûté, les plus compétents, c'est le CRA. Centre Ressources Autisme PACA, donc dont je vous parle et dont je fais partie en tant que représentant des usagers et président de la commission d'orientation stratégique. Et donc, qui est essentiellement à Marseille, et donc sous l'égide du professeur Poinceau. Voilà. J'ai une question que je n'arrive pas à lire, hein, oui. Une de grand-chère Sophie et l'autre de Laurie Marion. Donc, savez-vous si les personnes dites au potentiel ont uniquement des traits de personnalité Asperger ou s'il y a un lien beaucoup plus étroit entre haut potentiel et Asperger? Et du coup, si l'adaptation d'une personne au potentiel est similaire à celle d'une personne Asperger? Alors, pas forcément. Donc, il faut savoir qu'une personne avec autisme Asperger, ça peut être d'un QI minimum de 70, qui est le plus bas, donc, ou ça peut être 160. Mais c'est le même diagnostic. D'ailleurs, maintenant, on parle plus de syndrome d'Asperger dans les nouvelles grilles, on parle d'autisme sans déficience intellectuelle. On a tout mis dans la même case, mais ça reste le syndrome d'Asperger, l'autisme de haut niveau et l'autisme dit léger. Une personne avec haut potentiel intellectuel, j'ai des études là-dessus que je peux vous transmettre, réalisées par une professionnelle autiste qui a un doctorat dans le domaine, si ça vous intéresse. Il faut savoir qu'il y a un lien génétique entre le haut potentiel intellectuel et les autistes Asperger. Beaucoup d'autistes Asperger ont des enfants qui soit sont autistes, soit autistes Asperger, soit haut potentiel intellectuel, soit haut potentiel intellectuel avec hypersensibilité émotionnelle qu'on appelle les HPE. Tout cela, sur un plan génétique, c'est assez cousin en fait. On trouve chez les autistes Asperger des autistes Asperger qui sont HPI. Moi, si vous voulez, je suis autiste Asperger, mais j'ai un coefficient intellectuel supérieur à 130, ce qui fait de moi un haut potentiel. Et si je le cache, mes troubles autistiques, on peut me confondre avec un haut potentiel. Alors qu'en fait, sur mes tests du QI, mes résultats sont en dents de scie. C'est-à-dire, j'ai des pics de compétences à 160 et des pics, si je peux dire, d'incompétence, j'aime pas trop le terme, mais bon, à 70. Donc ça fait des montagnes et des falles. Sur une personne à haut potentiel intellectuel, souvent, qui est pas autiste, on a plus souvent, mais c'est pas obligatoire parce qu'en fait il y a rien de figé, quelque chose de plus linéaire au niveau des résultats du QI. Une personne avec haut potentiel s'intéressera à beaucoup de sujets différents. Pourra s'intéresser souvent à n'importe quel sujet de conversation. Une personne autiste Asperger à haut potentiel
va s'intéresser surtout à ces centres d'intérêt spécifiques, ou par contre, là, elle sera d'un niveau hors du commun, pouvoir rivaliser avec les plus grands professionnels sur ces centres d'intérêt. Mais c'est des centres d'intérêt qui pas forcément sont utiles. Il y a des centres d'intérêt, par exemple, vous connaissez quelqu'un, son centre d'intérêt, c'était connaître tout le biotope de toutes les planètes qui ont figuré dans tout ce qui était en lien avec Star Wars. Donc, c'est une connaissance encyclopédique hors du commun, mais qui ne sert absolument à rien. De notre côté, nous avons des autistes Asperger, où leur centre d'intérêt, c'est les maths. Alors, on les retrouve en ingénieur, en prof de maths agrégé, etc. Alors, je vois une autre question. Il peut y avoir aussi des associations avec des troubles 10 à prendre en compte au niveau professionnel. Tout à fait. Tous les autistes, absolument tous, on va dire 99% pour ceux qui y échappent, ont des troubles associés, notamment cognitifs, tels que les 10. Alors ça peut être dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie. Donc il existe maintenant, notamment, la possibilité avec des logiciels d'adapter le visuel sur l'ordinateur pour les 10, y compris les couleurs. Cela marche très bien. On peut les télécharger souvent en ligne. Il y a même un logiciel, s'appelle Logiral, d'Auticiel, qui a été créé par des chercheurs des Bouches-du-Rhône, professeur Gärtner, médecin psychiatre, chercheur, professeur dans les facs de psychologie, et le professeur Tardif, qui est docteur en psychologie, qui forme les psychologues d'Aix-en-Provence, qui permet de ralentir les images de manière à ce que la perception visuelle des autistes soit performante. Alors tout ça, bien sûr, peut se télécharger et peut s'adapter à un poste de travail pour permettre d'améliorer les compétences d'une personne autiste. Ça, il faut en discuter avec la personne autiste sur ses besoins et sur ses troubles associés. Nous avons aussi des personnes avec autisme, puisqu'il n'y a pas que les Asperger, on a déjà tout ça avec beaucoup d'autistes avec déficience et autres, qui peuvent avoir de l'épilepsie. Nous avons toutes formes d'autistes avec des troubles de l'attention et hyperactivité. En fait, souvent, on trouve une différence actuellement au niveau du dépistage chez les enfants qui ont des troubles scolaires. Et en fait, on va chercher un peu plus loin. Quand on fait un diagnostic d'autisme, souvent on trouve qu'ils sont autistes Asperger à haut niveau et qu'ils ont des difficultés associées qui leur donnent des troubles des apprentissages. Et l'autisme était masqué par leur capacité intellectuelle. Ça, c'est très récurrent, très nombreux maintenant qu'il y a beaucoup de dépistage des troubles scolaires au milieu scolaire, ce qui n'était pas trop le cas avant. Maintenant, c'est devenu presque systématique, ce genre de dépistage. On envoie vers un orthophoniste ou un centre adapté, nous permet de dépister dès l'enfance ce genre de choses. J'ai une question que j'arrive pas à lire de Marion Laurie. Oui, en fait, donc elle dit simplement merci beaucoup pour cette réponse par rapport à la question sur les hauts potentiels. Par contre, on a une question de Humbert Bérangère. À quand un référent autiste dans chaque agence Pôle emploi? Donc ça, c'est plutôt une question pour nous. Effectivement, c'est en projet au niveau national et au niveau régional. Donc on avait initié avec Sophie Grancher en avance de phase, donc dans le 0405, qui a identifié un référent dans chaque agence et qui, à cause de la crise sanitaire, a dû interrompre la mise en œuvre d'un accompagnement spécifique dans le 0405 avec une association identifiée. Enfin, tout était en place. On devait suivre au niveau régional, donc on avait pris contact grâce à vous, Jean-Marc, donc avec le CRA. On avait calé des formations pour les personnes qui seraient identifiées comme référentes dans chaque agence pour le second semestre 2020, qui malheureusement n'a pas pu se faire à cause de la crise sanitaire également. Mais bien sûr, tout ça est reporté. Et au niveau national, le 2 décembre, on assiste au niveau, pour la part de PACA, on assiste à un COPIL national sur l'autisme. Donc on va essayer de voir quelles sont nos difficultés pour le moment, comment on peut y répondre ensemble au niveau du national. Donc pour l'instant, on en est là. Tout est soumis, bien sûr, à cette crise sanitaire qui, j'espère, va être touche à sa fin, mais en tout cas en 2021 on remet tout ça et on essaye d'avancer sur ce chantier-là. Merci beaucoup.
Mais contactez le CRA parce que comme je les ai eu hier, Ouais. ils demandent à fixer les nouvelles dates dès maintenant parce qu'ils sont en train de fixer date du planning 2021. Ok. Donc réservez ces dates, surtout qu'ils sont par le fait que derrière je parle de vous, ils sont très motivés à vous donner un coup de main là-dessus. Ah bah c'est très sympa. Ok, bah on va les contacter. Merci beaucoup. Hein. Il y a une autre nouveauté, c'est que il est en train de se mettre en place, et justement j'en fais partie des créateurs, des groupes d'entraide mutuelle spécialisés des troubles du neurodéveloppement, ce qui comprend essentiellement des autistes Asperger adultes. Il existait que les gens connaissent des groupes d'entraide mutuelle handicap psychique, mais pas de groupes d'entraide mutuelle autisme. Et ils sont en train de voir le jour depuis cette année, malgré le Covid. Et pour la PACA, il va en avoir 4. Il faut savoir que le type de public adulte en lien des groupes d'entraide mutuelle sont souvent en recherche d'emploi et donc seront intéressés à être en lien avec les différents pôles emploi. Par exemple, celui que moi j'ai parrainé va ouvrir à la Seine-sur-Mer. Là, c'est retardé par le Covid. Je pense en janvier si le Covid ça s'arrête. C'est le groupe d'entraide mutuelle cohésion qui sera sur la Seine-sur-Mer, qui sera le seul et le premier groupe d'entraide mutuelle du Var. Autisme, en fait, dans les troubles neurodéveloppement, il y a notamment les hauts potentiels intellectuels aussi qui y sont, les dyspraxiques et les TDAH, ou déficitaires d'attention et hyperactivité. Et beaucoup d'entre eux sont en recherche d'emploi. Par exemple, le président de ce groupe d'entraide mutuelle, parce que ce sont des autistes qui dirigent eux-mêmes leur propre gène, moi je suis juste le parrain, et a un master de droit spécialisé de défense. Et il n'arrive pas à trouver du travail par rapport à cette spécificité, et il avait fait par exemple de lui-même le forum du patronat du Var pour se présenter avec le GEM, etc. Et ça serait bien qu'on ait le lien pour l'emploi. Il y en a un qui s'est créé, qui est en train de se créer aussi sur Gap, donc dans le 05, là où Madame Sophie Grangère est sur le secteur, avec un autre autiste qui est de mes amis. Donc ça va être bien de se mettre en relation, parce que beaucoup des autistes adultes qui recherchent un emploi et qui ont une certaine capacité seront dans ces groupes d'entraide mutuelle, donc cette nouveauté dont je fais partie, en tout cas pour le Var. Voilà. Ok, bah on pourra éventuellement prendre les contacts et puis voir au niveau des agences locales comment on peut travailler ça avec eux. Très bien. Il y a d'autres questions ou... je vois une question. On va peut-être bientôt clore. Alors une question de Barbier Sylvie. Merci Jean-Marc, je suis référente travailleur handicapé sur les Alpes-Maritimes depuis 13 ans et passionnée par ma mission. Je suis entre autres en lien avec une entreprise adaptée dans l'informatique qui n'embauche que des personnes avec autisme Asperger. J'ai beaucoup appris aujourd'hui grâce à vous. Me serait-il possible de vous recontacter en cas de besoin? Oui, il n'y a aucun souci, puis je les connais, c'est Avengod. Sur Nice. J'étais là à leur début, et je crois qu'ils en sont à 18 autistes Asperger, et ils sont plus pas que sur Nice maintenant. Ils ont ouvert aussi sur les Bouches-du-Rhône, sur Marseille, parce qu'ils sont en train de se développer. Et ils ont recours d'ailleurs à un docteur en neuropsychologie, Andrea Santos sur Nice, qui joue un peu le rôle de job coach, même si c'est une entreprise que pour les autistes Asperger. Ils ont leur job coach qui intervient au sein de l'entreprise niçoise, et donc ça se développe sur les Bouches-du-Rhône. Il y a même des alliances maintenant avec les universités, notamment il y a même un diplôme qui est en train de se créer au niveau national pour donner un diplôme informatique pour les autistes Asperger qui ont eu du mal, si vous voulez, au niveau scolarité, parce qu'en scolarité on ne vous demande pas que d'être excellent en informatique sur votre centre d'intérêt, mais d'être bon dans toutes les matières. Ce qui pose problème pour une personne avec autisme qui va être spécialisée dans des domaines de compétences, mais pas dans toutes les matières. Voilà. Donc oui, pour Gap, comme je l'ai dit, je vous pose une question, oui, tout à fait, il y a un groupe d'entraide mutuelle qui s'ouvre à Gap en ce moment. Ils viennent d'avoir l'autorisation de l'agence régionale de santé, puisque c'est l'agence de la santé qui retient les projets, donc que ce soit pour le Var ou pour Gap. Je suis en lien avec eux, notamment avec Monsieur Devezo, qui est un ami, et on fait partie d'une association d'autistes ensemble.
Je peux vous mettre en lien aussi avec eux si vous avez besoin. Il n'y a aucun problème pour ça. Oui. Je vais donc écrire votre mail en fait dans la conversation si ça vous dérange pas. Il n'y a pas de souci. D'accord. Je vois une question que j'arrête pas à lire de Norman Sophie. Alors, Peut-on envisager que des associations ou groupes d'entraide accompagnent les demandeurs d'emploi lors des entretiens à Pôle emploi si besoin? Oui, puisqu'on développe la paire et danse, on peut même mettre un lien selon le lieu avec des associations dont la mienne, psychologues, etc. sur le premier entretien pour faire le lien avec le correspondant Pôle emploi, expliquer le fonctionnement de la personne, expliquer ses difficultés, faire la mise en confiance et laisser un père aidant, donc un autre Asperger du groupe d'entraide mutuelle qui a plus de capacité, un peu comme le tuteur social référent, et qui le fera bénévolement et volontairement puisque ça fait partie des actions du groupe d'entraide mutuelle. Et également, ils interviennent dans les entreprises à ma demande, gratuitement, pour témoigner en tant qu'adulte autisme Asperger. Ils vont le faire par mon biais dans les écoles et également dans les entreprises. Alors moi je m'occupe de celui du Var, mais le GEM du 05 doit faire sûrement la même chose sur le 05. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Bon après il n'y en a pas dans tous les départements, puisqu'on va en avoir 4 qui démarrent en janvier, et pas un dans chaque département. Mais bon c'est déjà un bon début. Et ils sont volontaires, enfin en tout cas les miens, ceux du Var, là, ils sont plus que volontaires et ils font déjà les forums de l'emploi et du patronat du Var. Alors, ils sont plus que motivés. Ok, Jean-Marc, je crois qu'on va clôturer. Je tenais à vous remercier de cette intervention, c'est très enrichissant. Je vous laisse rentrer en contact avec Pascal Bidot pour lui transmettre tous les liens et tous les documents dont vous avez parlé. D'accord. Et on va prendre pour reprendre la démarche pour l'emploi. Pour l'année prochaine, on a prévu donc de reprendre la formation d'une personne correspondante autiste. Oui. Correspondante sur l'autisme pour chaque site, en fait, une ou plusieurs personnes, ça dépendra du responsable. Mais il y aura au moins une personne qui sera déléguée, qui sera chargée de faire le lien pour l'autisme. Et la formation, donc je pense qu'on va la prévoir dans le courant du premier trimestre pour démarrer la formation de ces personnes. Voilà. Je vous remercie encore beaucoup. Je pense qu'on aura d'autres contacts et je vous souhaite un bon après-midi. Merci, et puis à votre service, n'hésitez pas. Si je peux être utile, moi ou mon réseau de personnes autistes, pour vous apporter de l'aide, ou même des psychologues de mon association, et également le CRA, puisque je suis en direct avec eux quand vous avez besoin. Il n'y a aucun problème. Est-ce que vous pouvez transmettre à Pascal les différentes Par MP, en message privé. Oui, tous les différents organismes qui se sont mis en place avec qui on peut rentrer en contact. Il n'y a pas de souci, je vais le faire. Et nous, on va pouvoir transférer toutes ces informations-là, on va les condenser et puis les partager bien sûr à tout le monde. Merci beaucoup, Jean-Marc. Ok, bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir à tous. Merci. Merci, bonne journée. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on peut revoir cette conférence, puisque vous m'avez dit que c'était enregistré? On mettra un lien sur notre site intranet. On fera ouais, une brève. le site intranet. D'accord. Après, voilà, ok. il faut que je vérifie ce problème de sifflement. Voilà, j'espère qu'il y aura pas, ça ne sera pas trop parasité. On va voir. D'accord. Je vous remercie. Je peux vous poser une question? Oui. Si l'on est intéressé pour être correspondant autisme, on se rapproche de vous, de notre, Oui, alors du coup, RSE, effectivement, on va faire un appel à candidature l'année prochaine via les référents RSE de chaque DT. Et donc effectivement, oui, on va devoir recenser les volontaires dans chaque agence pour mettre en place cet accompagnement, tout à fait, l'année prochaine. D'accord, entendu. Très bien, merci. Ok.
Merci beaucoup. Merci. Bonne Merci, journée. merci. À bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.